C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Afrique du Sud. Mes trois invités sont restés avec moi. Patrick Mbeko, géopolitologue, écrivain. Vous êtes l'auteur, je l'ai dit, de ce livre. Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé, publié aux éditions Le Nègre. Merci d'être resté avec moi. Massimilien Ndiaye, vous êtes professeur des universités. Merci à vous également. Sadio Morel Kanté, vous êtes vos journalistes préfaciers. Merci à vous également. En poussant Jacob Zuma à la démission, l'ANC a montré une nouvelle fois sa force politique et sa capacité à avoir de prise sur le jeu politique sud-africain. Mais ceci s'accommode-t-il d'une vraie démocratie? Nous avons posé la question à Franklin Nyamzi. Il est analyste politique et professeur agrégé de philosophie. Il est par ailleurs auteur du livre Réflexion pour une politique de civilisation en Afrique contemporaine, publié aux éditions du Net. On l'écoute, on en parle après. Ce qui est intéressant dans votre question est de souligner que l'ANC exerce de fait, depuis pratiquement la sortie de Mandela en prison, une suprématie sur toutes les institutions sud-africaines. Mais cette suprématie, c'est le one man, one vote qui jusqu'ici a bénéficié à la majorité raciale noire, pour utiliser ce critère qui n'est pas lui-même d'ailleurs un critère scientifique. Mais en fait, l'histoire de l'Afrique du Sud est telle que depuis pratiquement l'entrée en 1900, l'entrée dans le XXe siècle, il y a eu une minorité blanche qui a dirigé le pays. Lorsqu'on est revenu au one man, one vote à la sortie de Mandela en prison, donc au début des années 90, le retour du one man, one vote a presque automatiquement privilégié justement l'accès au pouvoir du parti historique et du plus important parti historique. Mais je tiens à vous dire que l'ANC est aujourd'hui menacée dans cette suprématie. Si vous regardez les événements, il y a eu de très fortes manifestations contre l'ANC lors des élections municipales de 2016. L'ANC n'a plus gagné dans les grandes villes d'Afrique du Sud. Il y a un reflux de l'ANC. Et donc, en quelque sorte, cette révolution interne dans l'ANC qui consiste à projeter au devant Cyril Ramaphosa, que Nelson Mandela pressentait d'ailleurs longtemps avant Zuma comme étant son véritable successeur, cette opération interne à l'ANC a pour but de sauver politiquement l'ANC. L'ANC est en reflux dans le pays en raison des difficultés économiques qui n'ont pas été résolues. En 2016, par exemple, la croissance était complètement nulle. Les prix de l'or, des matières premières qui permettent à l'économie sud-africaine de très longue date de fonctionner, s'étant effondrés dans le marché international. Les recettes de l'État se sont effondrées. Rendez-vous compte qu'une ville comme la ville du Cap, qui est la deuxième ville du pays avec 4 millions d'habitants, est exposée à une pénurie d'eau aujourd'hui. Donc en réalité, l'ANC essaye de se remettre en selle sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan politique où, en fait, ce parti est menacé de ne plus être la force principale et centrale du pays qu'il a été depuis 1992. Très rapidement, M. Mbeko, M. Nyamzi le dit, dans l'Afrique du Sud, post-apartheid, l'ANC a une sorte de suprématie sur les institutions. C'est cette suprématie que l'ANC veut conserver. Il y a des Sud-Africains qui, depuis le 14 février dernier, disent « ce n'est pas normal qu'un parti nous prenne en otage. C'est nous qui avons élu Jacob Zuma. On aurait pu le laisser finir son mandat. » Comment expliquer justement que ce parti ait cette tendance à vouloir mettre la main sur la vie institutionnelle de tout un pays? Moi, je pense que c'est lié un peu à l'histoire de ce parti. Mais il faut regarder un peu plus loin, en fait. Aujourd'hui, l'ANC, comme l'a dit d'ailleurs l'intervenant, M. Nyamzi, a des problèmes. Mais ces problèmes semblent être atténués par l'image de celui qui incarne un peu le parti, Nelson Mandela, même s'il n'est plus là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs aujourd'hui qui ne remettent pas beaucoup en question publiquement l'ANC à cause de l'héritage Mandela. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a une génération de Sud-Africains qui n'a pas connu Mandela, qui est né, les gens qui sont nés peut-être dans les années 90, qui n'ont pas vraiment connu Mandela, et qui, eux, se fient à leurs conditions de tous les jours, à leur pauvreté. Et ce sont ces gens-là qui disent à l'ANC, trop c'est trop, on ne peut pas accepter au nom de la couleur de peau, parce qu'en Afrique du Sud,
Avant tout, c'est quand même une question de race. Ils se sont battus pendant longtemps parce qu'il y avait une apartheid qui était une apartheid de race, qui était politique, qui était financière. Mais cette jeunesse-là se rend compte que leurs conditions de vie ne changent pas. C'est là où se situe le problème. Le problème, c'est l'héritage aujourd'hui de l'ANC. Et cet héritage, on ne peut le comprendre qu'en fonction des décisions qui ont été prises après la sortie de Mandela de prison et la prise de pouvoir de l'ANC en 1994. Si on ne pose pas, si on n'examine pas à froid, sans état d'âme, cet héritage de Mandela, qui, puisque c'est le premier président quand même noir du pays, là, oui. Le premier chef de l'ANC à prendre le pouvoir dans ce pays, si on n'examine pas son héritage, on ne peut pas comprendre aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les décisions qui ont été prises à ce moment-là déterminent tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On va dire quoi? Il n'a pas su cimenter, il n'a pas su poser, au-delà de ce qu'il incarnait, les bases qu'il faut pour pérenniser cette suprématie. Non, mais il faut comprendre une chose, c'est que le problème de la suprématie noire, ou si on veut de l'ANC, ne change en rien le fait que le vrai pouvoir, le pouvoir économique est entre les mains des Blancs. Des Blancs. Disons la chose comme ça. Hein. Exactement. En Afrique du Sud, c'est pas choquant. Hein, non, c'est pas choquant. Et qu'il faut comprendre que Mandela n'est pas sorti de prison après des luttes. Mandela est sorti de prison après des négociations secrètes. Oui. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Oui. Et que pendant ces négociations, Mandela a accepté de laisser les leviers, du pouvoir. pays. Mais exactement, puisque Mandela était un libéral. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est battu pour le renversement de l'ordre cannibale libéral. Il se battait pour l'émergence d'une classe, d'une bourgeoisie noire. Et il le dit, il y a des textes qui le montrent. Et ce n'est pas pour rien que Mandela, en sortant de prison, parce qu'il y a un détail important, c'est que quand Mandela sort de prison, oui, très rapidement, le Wall Street Journal, qui est le journal des affaires de l'élite anglo-saxonne, dit on compare Mandela à Margaret Thatcher. Donc ça en dit long. Professeur Ndiaye, encore une fois, vous connaissez très bien ce pays. On va dire quoi? Avec la démission extra-parlementaire de Jacob Zuma, c'est une double victoire pour l'ANC finalement qui se passe de l'opposition pour obtenir gain de cause parce qu'il ne voulait pas des voix de l'opposition pour destituer Jacob Zuma. Il faut d'abord voir les différentes phases de l'évolution de l'ANC pour comprendre les mutations qu'elle est en train de subir. Comme il l'a bien dit, qu'aujourd'hui, il y a une génération qui n'a pas connu Mandela, qui n'a pas connu les grands ancêtres qui étaient les Lutuli, ou bien même les Walter Sisulu et les Govan Mbeki. Oui. Et comme tout parti, qui se veut parti État plus ou moins, qui a été le fer de lance, en tout cas du mouvement contre l'apartheid, il a un peu perdu de sa charge historique quand il a été confronté à la gestion de l'État. Il y a cet aspect-là. Ça me rappelle un peu le Parti révolutionnaire institutionnel du Mexique, qui a régné 50 ans sur le Mexique. En plus, l'ANC, l'aiguillon de l'ANC, longtemps a été le moteur de l'ANC. Les militants les plus radicaux étaient des militants du Parti communiste de Jos Lobo. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont une culture communiste de parti État, de parti unique avec une pensée unique. Il y a cet héritage-là qui est de là que ça vient aussi. Voilà, il y a cet héritage-là qui est extrêmement lourd aussi. Et si vous le voyez bien qu'en Angola, le MPLA, la SWAPO, en Namibie, mais vous avez vu, Dos Santos, c'est un des présidents les plus riches d'Afrique. Vous avez vu comment le MPLA, il y a eu des corruptions. Parce que, au fond, la lutte contre l'apartheid a créé un vaste front qui empêchait réellement de définir les contours idéologiques de ce que serait une future société sud-africaine. Il y a tous ces problèmes-là qui sont liés. Au fond, c'est un front. C'est comme le FLN en Algérie. Ce n'est pas les gens d'une même idéologie. C'est une partie qui date de 1912. Peut-on alors dire que finalement, du point de vue... Je voulais juste répondre, parce que c'est un peu tiré par les cheveux quand il dit que Mandela est un libéral. Il disait non. Parce que n'oubliez pas qu'il disait il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Jean. C'est-à-dire qu'il faut, par l'éducation, la santé, peu à peu que les Noirs acquièrent la patience. Ce que disent au fond les réformateurs aux États-Unis dans le cadre de la lutte contre le racisme, comme les... ça me rappelle un peu les États-Unis, comme dit Washington Carver, jusqu'à ce que les Dubois se disent que non, il faut radicaliser le mouvement. Oui. Et Mandela, c'est un radical. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait des Lutili qui étaient des réformateurs, qui étaient patients. Il a créé Umkhonto we Sizwe, le fer de lance de la nation, qui a porté en tout cas la lutte armée.
C'est vrai. Donc, ce n'était pas un libéral, on ne peut pas le dire comme ça. Bon, mais c'est peut-être parce que les résistances étaient tellement fortes. Non, parce qu'il y a des détails intéressants. En 1956, je vais vous dire ce que dit Mandela en 1956. Il dit le démantèlement et la démocratisation de ces monopoles. Il faisait allusion au monopole des Blancs. De ces monopoles ouvriront de nouvelles perspectives pour le développement d'une classe bourgeoise non européenne prospère. Ah, d'accord. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, donc l'Afrique du Sud, la bourgeoisie non européenne aura l'opportunité de devenir propriétaire en son nom propre et de droits d'usine et de fabrique. En conséquence, le commerce et l'entreprise privée prospéreront et s'épanouiront comme jamais auparavant. C'est-à-dire que, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les hommes d'affaires, parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas souvent en Afrique du Sud, c'est que le régime d'apartheid est dominé politiquement par les africanaires. Mais le pouvoir économique est aux mains des anglo-saxons. Et déjà, on sait que les deux communautés ne s'entendaient pas beaucoup. Mais quand la crise économique des années 80 a commencé, avec tout ce qu'il y avait comme trouble dans le pays, les hommes d'affaires sud-africains, les anglo-saxons, confrontés à la crise économique et à l'embargo international, ce sont eux qui ont commencé à faire pression sur le pouvoir politique pour que Mandela sorte. Et on sait aujourd'hui que tout au long des négociations, ils étaient proches de Mandela et ils disaient que mieux vaut compter sur Mandela que sur certaines franges de la communauté noire, en fait, qui se battaient dans le pays, comme la Parce que c'était effectivement... Exactement. Juste pour finir, juste pour conclure, il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des leaders de l'ANC ont été non seulement cooptés, mais ils ont reçu des formations payées par des grandes fondations américaines, la fondation Rockefeller, la fondation MacArthur, tout ça. Ce sont eux qui ont payé leur formation. Vous savez pourquoi? Pour la gestion future du pouvoir du pays. Ouais. Très rapidement. Justement, il y a un coach que Nelson Mandela a manqué. Hein. C'est le code de la réforme de l'éducation. Parce qu'il n'a pas... On dirait qu'il n'avait que 4 ans de gestion, mais ensuite, je crois que le parti ou ses successeurs auraient pu s'appesantir sur l'accès à l'université aux jeunes Sud-Africains, qui n'a pas eu lieu, et donc qui sera... comment alors mettre en marche son mécanisme qui voulait qu'il y ait l'émergence des populations non blanches en Afrique du Sud? Les africanaires et autres sont de statuts différents, mais les Noirs, jusqu'à présent, ont des problèmes d'accès à l'éducation. C'est un processus qui n'a pas commencé, qui n'a jamais commencé. C'est vrai que Zuma a créé, pendant sa décennie de règne, au moins 4 universités. Mais pour quel accès? C'est souvent les étrangers noirs qui ont des bourses, qui ont accès à cette éducation-là, qui certainement vont travailler là-bas également et qui feront l'émergence d'une nouvelle classe, noire, effectivement. Mais qui ne sera pas sud-africaine. Mais pourquoi? On revient là-dessus. Mais Sadio Bouré, très rapidement, pour revenir à la question, au paradigme du parti-État, est-ce que finalement, du point de vue de l'idéal démocratique, d'une certaine manière, on ne peut pas se réjouir de ce qui arrive à l'ANC parce qu'avec le principe de one man, one vote, on aura toujours un président noir en Afrique du Sud. Oui, mais non, c'est pas cette fois-ci avec cette configuration-là. N'oublions pas qu'il y a Malema, qui est un dissident. Oui, mais qui est très minoritaire encore. Oui, mais c'est-à-dire qui a un discours, malheureusement pour lui, que... Ramaphosa est en train de rogner sur ce discours-là, c'est celui de la lutte contre la corruption. Malema, il faut l'avoir à l'œil. D'accord, vous pensez qu'il est promu à un avenir... Ah oui, oui, il pourra déstabiliser l'ANC. Les Blancs, on l'a dit, professeur. Avant, la rigidité du système politique sud-africain tenait à cette dualité meurtrière qu'il y avait entre le parti national considéré comme le parti de l'apartheid et l'ANC, qui est le parti, en tout cas, qui a lutté contre l'apartheid. C'est en train de s'atténuer parce que, de plus en plus, le parti national a des militants noirs. Ils ont compris qu'il fallait, en tout cas, intégrer les Noirs dans leur parti. Ce n'est plus le parti ethniciste dominé par les Boers, le Boer blanc, etc. Donc le paradigme peut changer dans les années. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une société qui est certes pigmentocratique, mais n'empêche que c'est en train de s'atelier. Parce qu'il y a des blancs pauvres dans les banlieues. Comme il y a des blancs membres de l'ANC. Oui, absolument. Ben oui.
Absolument. Mais vous savez, juste pour renchérir sur ce qu'elle a dit, pourquoi est-ce que les politiques sociales ne marchent pas? Parce que l'ANC, le combat était mené au nom de ce qu'on appelle la charte de la liberté, qui était un peu le programme sociopolitique et économique de l'ANC. C'est que quand Mandela sort de prison, qu'est-ce qui se passe? C'est que secrètement, Thabo Mbeki et Mandela rencontrent Harry Oppenheimer qui contrôle toutes les firmes de diamants. Ce sont les riches de Beers. De Beers. Ce sont eux qui ont revu la feuille de route de l'ANC. Le programme qui est sorti après est un programme qui a été concocté en secret et qui avait reçu l'aval des multinationales et des grandes firmes privées. Ce qui a fait que, sous Mandela, il y a eu certes des investissements dans le social, mais ils étaient minimes. Parce qu'au fond, et d'ailleurs les gens s'en vantaient, je me rappelle d'un journal qui avait écrit d'ailleurs que la vie d'un noir ne comptait pas, même sous l'ANC, parce que Mandela avait pris un virage ultra-libéral qui faisait l'affaire de ceux qui avaient... Et justement, quand vous parlez de négociations secrètes entre Mandela et ceux qui tenaient le pouvoir d'alors, il y avait à ses côtés un certain Cyril Ramaphosa, qui est aujourd'hui le président investi par intérim de l'Afrique du Sud. Il dit « Je ferai mieux que Jacob Zuma, je ne vous décevrai pas ». Mais quels sont ses atouts? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.